vous êtes des habitués, en tout cas vous savez que le groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives a commencé son travail depuis novembre 2018 et que nous avons fait une série de séances et si on compte bien la 7e séance et qu'entre-temps nous avons organisé un colloque de 2 jours au CNAM au mois de mars. C'est donc notre dernière séance de l'année que nous consacrons à une question qui est urgente, d'actualité, brûlante même, puisque c'est aujourd'hui que se termine le procès des dirigeants indépendantistes catalans. Il y a donc une actualité politique à la question que nous voulons poser aujourd'hui, qui est celle des rapports de la gauche à la question nationale. Alors nous l'avons abordé sous un angle très particulier au cours de plusieurs de nos séances. Lorsqu'il a été question de nation et de nationalisme, nous nous sommes évidemment intéressés, c'était le sujet principal de ce séminaire, à la montée, à la poussée du nationalisme de droite et d'extrême droite, ce qui nous a amené à élaborer un certain nombre de concepts comme celui justement de nouveau néolibéralisme ou de néolibéralisme autoritaire et nationaliste. Mais en même temps, nous avons vu que la question nationale ne pouvait pas se limiter à cette poussée d'extrême droite et qu'il y avait un certain nombre de forces de gauche qui se réclamaient en France, mais pas seulement, bien au-delà, des forces de gauche qui se réclamaient de la nation ou du nationalisme ou du souverainisme ou de l'indépendantisme, ce qui n'est évidemment pas la même chose. D'où l'intérêt que nous portons aux 2 cas qui vont être aujourd'hui abordés, le cas de la Catalogne, d'une part, et le cas du Québec, d'autre part. Donc, nous avons invité aujourd'hui Yvan Gordillo, qui commencera, qui sera le premier, qui se présentera lui-même, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est économiste, si j'ai bien compris, économiste de base, comme tu te présentes. Donc, tu nous expliqueras ce qu'est un économiste de base, et tu t'intéresses tout particulièrement à la question des souverainetés, mais si j'ai bien compris, des souverainetés au pluriel, plus que de la souveraineté. Donc évidemment, la question de la souveraineté ou des souverainetés sera au cœur de notre interrogation. Et puis, ensuite, prendra la parole Éric Martin, qu'on connaît bien, qui nous a accueillis à plusieurs reprises au Québec, qui est professeur de philosophie et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, je crois, qui s'appelle « Un pays en commun » et dont le sous-titre c'est « Socialisme et indépendance au Québec ». Voilà, donc je vous propose tout de suite de passer à l'intervention d'Yvan Gordillo. On pourra, à la suite de son exposé, peut-être poser déjà une première question avant l'intervention d'Éric. Yvan. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, je m'excuse si mon français n'est pas très clair. Donc, s'il y a quelques mots ou phrases que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. J'essaie de trouver d'autres mots plus clairs. Comme c'est à la mode dernièrement dans les milieux académiques de gauche de se situer, donc de dire d'où on part, je vais commencer par là, même si je ne fais pas partie du tout de l'académie. Donc, moi, je suis un militant anticapitaliste, je me définis comme ça. C'est pour ça qu'économiste de base, un peu pour un peu opposition aux économistes conventionnels, j'ai fait partie d'un séminaire d'économie critique qui est basé à Barcelone, qui existe depuis 25 ans, qui s'appelle TAIFA, qui basiquement fait des formations, des interventions dans les médias, des articles et autres sur la critique de l'économie politique et une approche critique du capitalisme aujourd'hui. Je ne suis pas un militant indépendantiste depuis ma adolescence, comme il y a des camarades à moi qui le sont depuis des collectifs de jeunes, de jeunesse de la gauche indépendantiste. J'ai devenu indépendantiste un peu au fur et à mesure, en constatant
quelques éléments des institutions de l'État espagnol qui aujourd'hui sont tout à fait en évidence. C'est peut-être important de faire un premier bilan historique des dernières 10 ans pour comprendre pourquoi les forces indépendantistes catalans ont passé de représenter 12-15% de la représentation électorale, donc d'être des forces plutôt minoritaires, et notamment la gauche indépendantiste plus radicale, anticapitaliste, qui était, voilà, qui faisait partie des collectifs de la gauche qui venait du mouvement antifranquiste, de la gauche communiste et trotskiste qui était dans la clandestinité sous Franco, et qu'aujourd'hui, avec la gauche républicaine et une transformation d'un parti libéral, donc plutôt de droite, nationaliste, catalan, qui a aussi adopté dans les derniers temps des positions indépendantistes, représente presque la moitié selon les sondages et selon les dernières élections, presque la moitié de l'électorat catalan. Donc ce qui s'est passé, comme vous le savez, c'est qu'en 2008-2009, il y a une crise économique très importante qui est éclatée partout dans le monde, mais en Espagne avec des caractéristiques très péculières par rapport à l'explosion de la bulle immobilière, qui a provoqué un tremblement de terre social, on dirait, au niveau notamment de la montée du chômage. On a passé de 2 millions de chômeurs, qui étaient déjà un chômage très élevé pour une économie comme l'espagnol, où on avait des taux de chômage de 10-12%. On a passé à 23-24% de chômage et à 4-5 millions de chômeurs. Ça a provoqué aussi toute une crise au niveau des hypothèques. Là, je ne vais pas vous expliquer comment a fonctionné la bulle immobilière concrètement, mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu une crise économique comme en Grèce, au Portugal, en Italie, d'une certaine façon, était beaucoup plus dure que dans des pays comme l'Allemagne ou la France. La première réaction à la crise économique et toute la politique qui vient plutôt imposée par les traités de l'Union européenne, donc qu'on a connu populairement comme l'austérité, donc tous les coupures budgétaires, privatisation et autres, a eu une première réaction qui restait plutôt dans les milieux plus militants et syndicaux. Donc, il y a eu en 2009-2010 des mobilisations, des grèves générales d'une journée qui n'ont pas représenté, ils n'ont pas été capables de construire un mouvement large qui fasse face à cette politique d'austérité. Après, en 2011, comme vous peut-être savez, il y a eu l'apparition de tous les mouvements de jeunesse d'occupation de places, avec les slogans de « ils ne nous représentent pas »,« on veut une démocratie réelle ». Et ce mouvement-là a été le premier mouvement plutôt massif qui a mis sur la table la question de l'impuissance ou des limites des institutions de l'État espagnol. Donc, on parlait des crises de régime à ce moment-là, et c'est le mouvement de 15 mai, le mouvement des indignés, qui a mis sur la table la question démocratique. Ces institutions-là sont plus démocratiques parce qu'ils représentent, ils mettent en place des politiques qui cherchent à aider les capitales à sortir de la crise au prix de laisser les populations couler partout. Ces mouvements-là, bref, après, ça a un peu, le parti Podemos, que vous peut-être connaissez, a été un peu, a recueilli un peu toute cette mobilisation-là. Mais si on peut dire que le mouvement des indignés a été le premier mouvement plus ou moins large à mettre sur la table la question démocratique, les limites du régime de 78, que c'est comme on appelle l'État espagnol parce que c'est en 78 qu'ils ont signé la constitution après la dictature franquiste, c'est le mouvement indépendantiste qui est allé plus loin dans les rapports de force avec l'État espagnol. Donc c'est à partir de 2010-2011 aussi qui commence tout un processus de recentralisation du pouvoir
dans l'État espagnol en voyant la crise économique et aussi la crise de recettes publiques. L'État espagnol et l'oligarchie qu'il représente a saisi cette opportunité pour commencer un processus de recentralisation du pouvoir. Comme vous le savez, en Espagne, il y a les 17 communautés autonomes qui ont plus ou moins une certaine autonomie par rapport aux questions d'éducation, santé et autres. C'est à partir de 2011, en voyant cette crise des recettes publiques et aussi de la crise économique en général, parce que, comme vous le savez, le secteur de la construction, qui était le moteur de l'économie espagnole, a complètement échoué. Et en face à cette situation de crise économique et politique, un peu l'oligarchie basée à Madrid a saisi l'opportunité pour commencer un processus de recentralisation du pouvoir qui peut être symbolisé, ce départ, avec la sentence du tribunal constitutionnel qui a tombé le statut, que c'était le cadre juridique qui avait été approuvé en 2006 entre les partis socialistes au gouvernement à l'époque, les gouvernements Zapatero, donc, qui avait été accordé entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan, et refondé en référendum avec, je ne me rappelle pas exactement, 80 ou 90% de voix, qui donnait un peu donc, un nouvel cadre juridique au rapport Catalogne-Espagne, jusqu'à là un peu insatisfaisant pour une très large partie de la population catalane. Donc c'est le tribunal constitutionnel qui intervient dans la politique. Donc, là on entend dernièrement pendant les procès des leaders indépendantistes parler de la séparation des pouvoirs. L'Espagne c'est un pays démocratique et moderne, on ne va pas se mêler dans les histoires des juges, mais c'est un peu à l'inverse que ça a commencé comme avec une intervention du tribunal constitutionnel dans une affaire qui était tout à fait politique, comme c'est l'ordination du pouvoir législatif en soi, qui a les compétences de législer sur quoi, si c'est le Parlement catalan, si c'est le Parlement espagnol, et les compétences du gouvernement d'un côté et de l'autre. C'est à partir de là, après voilà, forcément la crise économique a joué un rôle important, cette crise institutionnelle aussi, qui a commencé à faire monter un peu le sentiment d'appartenance à un projet indépendantiste, à une république catalane qui aille au-delà du régime espagnol et de l'État espagnol. Donc c'est important de contextualiser ça parce que il faut aussi savoir que dans l'histoire espagnole, au moins des dernières décennies, mais on pourrait aller encore plus loin, les derniers siècles aussi, quand il y a eu la démocratie, l'effet démocratique en Espagne a été toujours accompagné de la décentralisation du pouvoir. Je ne dis pas que ce modèle-là peut être exporté, que ça se passe la même chose dans d'autres pays. Peut-être que c'est justement l'inverse. Peut-être les cas, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être les cas italiens, allemands ou même français, c'était justement l'inverse. Quand il y a eu l'unification au XIXe siècle, ça a été accompagné de la modernisation et la création des États modernes, justement grâce à cette unification de ces pays-là. Dans les cas espagnols, c'est tout à fait le contraire. Tout processus de centralisation est accompagné de la répression et quand on a eu des expériences historiques de démocratisation, a été toujours accompagné de la décentralisation du pouvoir. Donc, soit après la dictature avec cette fausse transition aussi, on pourrait en parler parce que finalement la constitution espagnole a été après la dictature a été un cadre juridique qui essayait de contenter un peu tout le monde, mais sans faire heureux personne, pour que ça soit un peu transitoire et voyons plus tard comment on peut arranger les choses qui ont été un peu plus ou moins bricolées. Et la crise économique nous a montré qu'une fois que les ressources économiques ne sont pas suffisantes, voilà, c'est un peu comme dans les entreprises familiales, quand tout va bien, donc voilà, on a l'argent, il n'y a pas de souci, mais quand les recettes ne sont pas suffisantes, on commence à avoir des tensions entre les partenaires.
Et ça, c'est un peu ces contextes-là qui s'est passé avec la crise économique et politique en Espagne. Alors, ce mouvement indépendantiste, quel est le rôle, quelle est la place de la gauche dans ce mouvement-là? Donc voilà, on constate que, au fur et à mesure que le mouvement indépendantiste avance, avec notamment les mobilisations de l'11 septembre, le 11 septembre, c'est comme la fête nationale catalane, où il y a historiquement des mobilisations. Bon, c'est un peu drôle parce qu'on revendique une défaite en 1714, mais bon. Mais ces mobilisations-là ont grandi de plus en plus, en arrivant à des mobilisations énormes d'1 million de personnes. Bon, après, on ne peut jamais savoir s'il y avait vraiment 1 million, ou 100 000 plus, 100 000 moins, on n'importe. Donc c'est un mouvement indépendantiste qui s'est mis en place, et on voit qu'à mesure, fur et à mesure que ce mouvement avance, dans les élections municipales, régionales et générales qui ont eu lieu, les partis de gauche gagnent plus de terrain sur les partis de droite historiques qui étaient la droite libérale catalane dont je vous parlais tout au début. On constate aussi que c'est un mouvement qu'on peut appeler nationaliste, bien sûr. Après, c'est vrai que les traductions sont un peu trompeuses parfois parce que nationaliste peut-être pas dire la même chose en France qu'en Espagne, et ça il faudrait aussi un peu préciser. On peut parler d'un nationalisme ouvert, si vous voulez. Il y a même des indépendantistes qui disent qu'ils ne sont pas nationalistes. Moi, par exemple, je ne suis pas nationaliste du tout. Non. Mais il y avait la leader de la candidature d'unité populaire, donc de la gauche indépendantiste anticapitaliste, qui parlait de l'indépendantisme sans frontières. Il y a eu à Barcelone, c'est peut-être quelque chose qu'on peut en parler après, parce que la base de l'indépendantisme, peut-être, c'est la création d'une république, donc forcément un État, et j'en reviendrai après. Donc c'est pas très logique qu'il soit sans frontières, non? Donc ce paradoxe-là, c'est quand même au centre du mouvement indépendantiste, et c'est quelque chose qu'on parlera à la fin. On a, juste pour un peu montrer quelques exemples de ce caractère ouvert, ou de nationalisme ouvert, ou d'indépendantisme sans frontières, on a eu de larges mobilisations, par exemple, pour l'accueil des migrants, avec tout le mouvement de Welcome Refugees. À Barcelone, on a eu une des mobilisations les plus larges. Et bien sûr, pas tout le monde qui était dans ces mobilisations-là était indépendantiste, mais quand la moitié de la population soutient l'indépendance de la Catalogne, il y a des mobilisations de centaines de milliers de personnes, donc forcément il y aura pas mal qui sont indépendantistes. Il y a eu des lois du Parlement catalan qui essayaient de réguler par exemple toute la question des hypothèques, de limiter les expulsions de familles qui ont payé les crédits immobiliers, des lois contre le fracking, donc des lois qui essayaient un peu de respecter la nature, des lois d'égalité des genres. Bon, il y a eu toute une liste de lois que le tribunal constitutionnel a tombé systématiquement. Comme quoi, ce n'était pas de la compétence du Parlement catalan. En plus, même chez les partis de droite catalans, il y a eu des cas de corruption et ça a provoqué aussi des décisions dans ces partis-là. Et on peut dire aujourd'hui que voilà, les personnes qui sont un peu dans la tête de ces partis libérales, pro-européennes, plutôt de droite, on dirait, mais pour moi, ce n'est pas un parti corrupt comme on peut voir dans la droite espagnole avec les partis populaires en tête. Donc, pour revenir un peu sur la question de comment construire cet indépendantisme sans frontières, ce que je défends et les collectifs de personnes qui écrivent le livre Souveraineté contre le capitalisme. Pluriel. Au pluriel, oui. Souveraineté, une proposition contre le capitalisme, s'appelle le livre. Donc, ce qu'on propose dans ce texte-là, c'est d'abord une critique à ce qu'on appelle l'indépendantisme magique. L'indépendantisme magique. L'indépendantisme magique, donc issu de la magie. Donc,
ça serait Magique. l'indépendantisme magique, comme la magie, vous voyez la magie, donc la magie c'est une chose qui... Pourquoi un dictionnaire internationaliste alors? Alors, Magique c'est en portugais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire internationalisme magique? Non, indépendantisme magique. Je vais l'expliquer tout de suite. Donc, l'indépendantisme magique, c'est un des défauts que le mouvement indépendantiste catalan a eu jusqu'à là. Un des exemples, par exemple, c'était une confiance presque aveugle dans l'Union européenne. L'Union européenne nous sauvera parce qu'ils vont voir comme l'État espagnol est répressif et nous on porte un projet républicain, moderne, libéral, pro-européen. C'est plus de monde, je pense. Oui, voilà. Donc cette proposition qui était portée plutôt par la droite catalane et aussi certains secteurs de la gauche républicaine catalane, qui sont un parti social-démocrate historique qui existe depuis le début du XXe et qui a été réprimé fortement pendant le franquisme. Donc cet indépendantisme magique pense que voilà, l'Union européenne va nous accepter dans les clubs des pays dans les centres de l'Union européenne. Grande erreur parce que l'Union européenne, comme on le sait peut-être dans ces contextes-là, c'est un club d'États. Donc font partie que les États qui sont constitués jusqu'à là. Donc si l'Union européenne comme institution, comme un ensemble d'institutions, va défendre quelqu'un dans ces conflits-là, ça sera toujours celui qui fait partie de ce club-là, donc l'État espagnol. Mais bon, ça je pense que, notamment après le référendum, tout le monde a compris que l'Union européenne, même si parfois des secteurs de la gauche radicale on mettait en avant l'exemple de la Grèce. La Grèce, c'est un État qui a toutes les souverainetés et qui n'a pas été souverain, notamment pendant la crise 2008-2010 et les impositions, notamment de la Banque européenne et l'Union européenne. Et ça me permet de lier la question de la critique de l'indépendantisme magique avec la critique du fétichisme étatique. On pense que le fait d'avoir un État, ça nous permettra de pouvoir être souverain sur toutes les affaires de la vie économique et politique, voilà, comme les finances, la production, l'éducation, la santé, donc l'État-providence en général. Et on sait très bien que c'est faux, peut-être malheureusement, mais bon, finalement, il faut voir qu'il y a un contexte de capitalisme global qui va même au-delà de l'Union européenne, qui, voilà, on est dans un contexte de crise, qui impose à chaque fois des conditions de travail plus précaires. On voit aussi en France, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un exemple de ça, des réactions justement à toutes ces politiques-là. Donc voilà, on voit l'imposition de tout, on appelle ça en Europe l'austérité, donc des mesures qui précarisent le monde du travail, qui privatisent les patrimoines publics, qui est en train de construire tout l'État-providence, les traditions qui étaient apparues après la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les projets des modèles fordistes et les grands partis social-démocrates autour. Donc voilà, si jamais on a un État catalan, il faudra envisager, même si c'est une république catalane, on n'a pas de monarque, on n'a pas des institutions archaïques à faire avec, on aura quand même un contexte de capitalisme international qu'il faudra quand même aussi proposer quelque chose si on veut construire une vraie souveraineté au pluriel. Donc c'est pour ça que dans des mouvements, dans des secteurs de mouvements indépendantistes, on propose, on défend que la vraie souveraineté, toujours au pluriel, donc nous on parle dans les livres de souveraineté au niveau des logements, au niveau de la santé, l'éducation, l'énergie, la reproduction, ce n'est pas que la production des biens et des services, c'est la reproduction aussi de la vie. Tout ça, forcément, ira au-delà de l'État.
on n'est pas non plus, on n'a pas non plus des positions anarchistes très contraires à l'État, comme quoi rien de bon peut se passer au sein des institutions bourgeoises. On pense que, par exemple, et là peut-être ça sera intéressant pour le débat, pour ne pas occuper beaucoup de temps, les municipalités, c'est une institution qui est une institution de proximité qui peut permettre de soutenir des projets de construction de souveraineté au pluriel, donc depuis l'institution telle comme on la connaît. Donc, elle peut soutenir peut-être dans les municipalités, les mairies, peut soutenir des projets qui aillent dans cette ligne de transformation de construction de souveraineté au pluriel. Mais à notre avis, ça va passer forcément par la construction d'un contre-pouvoir qui viendra de la base, qui viendra de mouvements sociaux. Nous, on met toujours l'exemple de la plateforme contre les expulsions. Donc, si aujourd'hui il y a quelqu'un en Catalogne, mais dans l'Espagne en général, qui est en train de construire la souveraineté au niveau des logements, c'est justement la plateforme des affectés, la plateforme d'affectés de l'hypothèque, donc ce mouvement-là contre les expulsions. Parce qu'il n'y a pas eu, depuis les institutions publiques, des lois qui promouvent les logements publics ou les logements sociaux. Dans la question de l'énergie, pareil, c'est des collectifs écologistes qui sont aujourd'hui porteurs d'un modèle énergétique de transition vers des énergies renouvelables. Dans la question alimentaire, par exemple, aussi, il y a toute la paysannerie et l'agriculture alternative qui est aujourd'hui les vrais mouvements qui sont en train de construire une souveraineté alimentaire, qui d'un côté exige ou essaie d'aller au-delà des institutions publiques et en même temps lutte fortement contre les institutions de marché. Donc tout ça va forcément être accompagné aussi de mouvements syndicaux alternatifs qui proposent des améliorations dans le monde du travail. Et nous, on pense que avoir déjà dans cette lutte pour la construction d'une république en Catalogne, mais pourquoi pas dans toute l'Espagne, c'est une opportunité pour pouvoir mettre en place des institutions qui soient plus démocratiques, plus proches de la base, plus proches des mouvements sociaux et qui permet justement de soutenir tous ces processus de construction de souveraineté au pluriel. Donc, si vous voulez, je m'arrête là. Et si après il y a des questions sur quelques éléments que j'ai évoqués, on peut y approfondir. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être laisser la parole s'il y a des questions plus précises sur la Catalogne, en réservant au débat général les questions justement qui porteront sur les thèmes de souveraineté, d'État et d'indépendance, puisque je pense qu'Éric reviendra là-dessus. Donc peut-être une première série de questions, mais sur la situation catalane, on va en parler. J'ai une question par rapport à votre position, c'est-à-dire les indépendantistes de gauche, par rapport au procès actuel, où on dit que c'est surtout les indépendantistes de droite. Alors, est-ce que vous les soutenez ou non? Pourquoi? Comment, du point de vue tactique, vous voyez ça? Oui, on soutient tout à fait parce qu'on a toujours été dans la lutte antirépressive. Donc, pour nous, ce n'est pas nouveau de soutenir des prisonniers politiques. On l'a fait par des questions internationalistes avec des camarades palestiniens, kurdes et autres. Donc, je ne vois pas pourquoi des leaders politiques, même libéraux, qui ont défendu un référendum, parce que finalement, il faut se rappeler, les procès contre les indépendantistes, c'est contre la célébration d'un référendum et la déclaration unilatérale d'indépendance. Donc c'est finalement un référendum qui a été... Pas seulement contre le référendum, contre les résultats. Oui, justement, le référendum qui a été mené déjà par un mouvement de base très large,
où ont participé 2 millions de personnes, donc c'est 45% quand même de l'électorat, donc c'est pas non plus minoritaire. Ces personnes-là ont été arrêtées, certaines sont parties en exil pour ne pas se faire arrêter, justement les suivre, ce qu'ils sont en train de suivre les leaders indépendantistes. Et oui, dans la lutte antirépressive en Catalogne, aujourd'hui, je dirais qu'il y a même les anarchistes qui ne sont pas du tout indépendantistes. Il y a même des partis qui ne sont pas indépendantistes, comme par exemple tous les secteurs de Podemos Comuns ont soutenu aussi les prisonniers politiques. Donc dans ces cas-là, on voit un peu tous les secteurs politiques qui soutiennent le référendum, ce qu'on avait appelé le droit à décider, qui dans les sondages il y avait un soutien populaire de 80% de la population. Tous ces secteurs de la population et des partis politiques sont dans la lutte antirépressive. Donc dans notre cas, pareil, il n'y a pas... Après, il faut préciser, il y a certains leaders politiques qui font partie de Junts per Catalunya, que c'est les partis, À gauche. la vieille, non, la droite, la vieille Convergence i Unió, que c'était un parti libéral de droite. Et il y a aussi des leaders indépendantistes de Esquerra Republicana de Catalunya, donc c'est la gauche républicaine, qui est un parti, on peut dire, social-démocrate. Donc voilà, c'est un soutien inconditionnel. Moi-même, par exemple, j'ai fait partie du CDR de Paris, qui ont fait des actions. C'est quoi, tu peux préciser CDR? Alors, les CDR, c'est les comités de défense du référendum, c'est des collectifs de base qui ont été créés les 2-3 semaines avant la célébration du référendum pour pouvoir ouvrir, occuper les bureaux de vote, amener les urnes, organiser tout le référendum pour que ça ait lieu, parce qu'il y avait derrière la police espagnole qui cherchait les bulletins de vote, qui cherchait les urnes et qui voulait empêcher la célébration du référendum. Après le référendum, le CDR s'est transformé en comité de défense de la République, même si c'est, si vous voulez, une république en potence, en symbolique. Et par exemple, les actions qu'on mène ici à Paris, c'est plutôt des actions informatives, de faire des débats, des activités comme celle-là. Une question subsidiaire. Il y a Anne qui... Ah oui, excuse-moi, Ma question que je posais, c'était comment vous situez par rapport au municipal à Barcelone et dans cette situation où il y a les indépendantistes, Barcelone en commun. Colau, le PS qui magouille, tout ça. Et Valls. Et Valls, le PS Donc, de Valls qui magouille. Hector a une question subsidiaire et Jean va poser une vraie question. Parce que nous, c'est pas une vraie question. Hector? Non, c'est par rapport à Hector. Oh, merci. Par rapport à Hector, la Merci, question subsidiaire. Non, ma question c'est, avec la répression qu'il a eue pendant les référendums, est-ce que vous avez une idée, puisque vous parlez d'une participation des 45%, ces 45% qui ont osé aller aux urnes malgré tout ça, s'il n'y avait pas eu cette répression brutale, est-ce que vous avez une estimation de combien il y aurait eu, ou c'est un truc tellement... Je sais pas. C'est difficile à savoir parce qu'en fait, quand moi, j'aimerais que tu expliques un petit peu parce que moi j'ai vraiment un négatif du mouvement de 2011, militant au départ en 1976. J'ai été vivre 5 ans en Espagne au moment où s'est mis en place la transition et qui s'est fondée donc la Constitution sur au moins 3 dénis, qui est le déni de choisir ou non quel type de régime, république ou monarchie, le déni du droit à l'autodétermination, le déni du droit à la mémoire, c'est-à-dire de juger les crimes du franquisme et d'avoir un bilan sur le franquisme, qui s'est fondé là-dessus. Et donc, moi, je militais avec une fraction de militants anticapitalistes là-bas pour le non-référendum. Et la démocratie, enfin, je veux dire, la monarchie, la constitution monarchie de 78 s'est imposée.
Ce consensus a éclaté en 2011 et j'étais admiratif du mouvement de 2011. J'ai été l'observer particulièrement à Madrid. Et j'ai vu la multiplicité de structures, de structures alternatives aux organisations traditionnelles, les comités de quartier, etc. J'ai pu le constater. Je n'ai pas connu, je ne connaissais pas ce qui se passait en Catalogne. Je pensais que c'était du même type que ce qu'on connaissait à Madrid, avec las mareas, tout ce mouvement social pour défendre les services publics, etc. Franchement, j'ai été totalement surpris de la capacité de la Catalogne à réaliser contre son État central, sa police, son armée, son service d'information, ce référendum. La façon dont ils se sont auto-organisés. Alors, ça veut dire que pendant 10 ans, il y a eu des structures. Si tu pouvais nous expliquer comment la richesse militante diverse s'est exprimée pour pouvoir réaliser un référendum qui n'est pas le produit du fait que les nationalistes auraient tout organisé dans leur tête sur un plan. Ça serait important que tu nous dises justement que l'initiative populaire à la base pour réaliser un événement qui a été l'événement, on peut dire, d'affrontement en Europe face à un appareil d'État au plus haut niveau et qui a poussé la réflexion, ce n'est pas la démocratie, sous la forme beaucoup plus loin, on veut une république, c'est-à-dire qui ouvre tous les possibles. Alors qu'on ne peut pas dire une monarchie socialiste, on ne peut pas dire une monarchie communiste, on peut dire une république socialiste. Oui, avant, on peut dire une monarchie. Qu'est-ce que tu as dit? Qui ouvre, disons, qui ouvre les possibles. Ce Baudon ouvre les possibles. Si tu pouvais nous raconter comment ça a été possible. Ça. Bon, tu as 3 questions. Par rapport au référendum, c'est vrai, on ne peut pas avoir d'estimation parce qu'en fait, pendant la matinée, quand on commençait à recevoir des images de répression, ça a quand même aussi mobilisé pas mal de monde qui disait « j'avais rien à faire avec ce référendum ». Mais comme je vois qu'il y a une répression, il nous empêche de faire ce référendum, donc là je vais aller voter. Il y avait même, c'est anecdotique si vous voulez, mais il y avait même des personnes qui allaient avec le drapeau espagnol et j'ai dit je vais même voter parce que je suis contre la répression. Donc on ne peut pas savoir si après par exemple des personnes peut-être oui, des personnes plus âgées, on dit qu'on ne les allait pas, donc c'est difficile à estimer. Alors c'est clair, hein, on ne peut pas organiser un référendum avec 10 000 urnes fabriquées en Chine, qui arrivent en Catalogne, qui passent la frontière, 10 000 urnes, c'est pas un petit truc à cacher dans les poches, qui vont être dans tous les bureaux de vote, ou une grande partie des bureaux de vote de tous les municipes de la Catalogne, avec les bulletins de vote imprimés, avec un, comment on appelle ça, le censo, toute l'inscription électorale des personnes qui ont le droit de voter, les listes électorales qu'on pouvait consulter sur un software mis en place par le gouvernement avec l'aide des hackers parce qu'il y avait l'État espagnol derrière qui tombait tous les sites internet. Ils ont arrivé à tomber 140 sites internet, donc à chaque fois il fallait duplier les sites internet pour avoir cette plateforme-là pour qu'on puisse consulter dans quel bureau de vote on peut voter et notamment pour nous empêcher de voter plusieurs fois. Une fois on a voté, c'était marqué, donc on ne pouvait pas voter encore une fois. Donc, et tout ça, ça ne se fait pas s'il n'y a pas justement un mouvement de base qui s'est construit avec des décennies, je dirais, de lutte, mais notamment en 5-10 ans avec la grande montée du mouvement indépendantiste. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en Catalogne? Donc, on voit par exemple dans la gauche plus anticapitaliste, la gauche indépendantiste anticapitaliste, qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est un peu représentée avec cette candidature d'unité populaire CUP, qui est un parti politique qui a des représentations au Parlement catalan et dans pas mal de municipalités. Certains municipes sont même en tête à la mairie.
Et on voit que cette gauche indépendantiste, qui vient de toute une gauche communiste, maoïste, de l'antifranquisme, a aujourd'hui un tissu social, associatif et coopératif dans tous les territoires. Je pense qu'on a plus de 200, 250 Athénéus, que c'est comme des centres sociaux, certains squattés, donc aussi avec cette composante antisystémique. Des collectifs féministes qui existent depuis 15 ans, des collectifs écologistes de défense du territoire, des collectifs de défense de la langue, de la culture catalane. Donc il y a un tissu associatif et politique qui finalement, il y a un muscle qui nous permet de mettre en place un défi tel comme organiser un référendum de façon absolument autogestionnée et décentralisée. Après, il y a la gauche républicaine, ERC, Esquerra Republicana de Catalogne, et il y a le parti libéral qui s'appelle aujourd'hui Ensemble pour Catalogne, Junts per Catalunya. Donc, forcément, avec la crise économique aussi, il y a eu des secteurs de la petite bourgeoisie qui ont rejoint le mouvement indépendantiste. C'est des secteurs de la population qui sont historiquement conservateurs, mais que, en voyant les difficultés de défendre une démocratie minimale dans le cadre de l'État espagnol, ont rejoint ces mouvements-là. Et c'est tout à fait clair que les projets politiques, ce n'est pas les mêmes. Donc je parle parfois qu'il y aura une lutte des classes au sein de l'indépendantisme. Peut-être qu'on n'est pas dans cette phase-là, mais il faut être honnête aussi et se dire qu'on peut partager une lutte anti-répressive de la même façon que en Allemagne, par exemple, il y a les partis social-démocrates, chrétiens, jusqu'aux antifascistes qui sont contre les nazismes ou contre les partis d'extrême droite. Donc nous, on partage une lutte anti-répressive, mais après les modèles, les modèles de société ou les projets politiques qu'on propose, c'est tout à fait différent. Après, c'est issu du débat démocratique dans n'importe quelle société. On habite dans des sociétés de conflits, des sociétés de classes. Donc forcément, ce débat, il faut qu'on l'aille avec toutes les garanties démocratiques, le respect mutuel. Alors, il y a la question de ce qui se passe à Barcelone, parce que la gauche radicale, issue du mouvement de 2011, ne se retrouve pas dans l'indépendantisme. Et donc, il y a quand même un mouvement qui s'appelle Barcelone en commun, qui n'est précisément pas sur cette ligne indépendantiste, et on se retrouve aujourd'hui avec une situation de concurrence très directe quant à la direction de la municipalité de Barcelone. Donc voilà, Barcelone en commun, qui fait partie un peu du secteur de Podemos, même si en Catalogne ça s'appelle en commun, en commune, parce qu'il y a les partis Podemos, mais il y a aussi des mouvements sociaux, des collectifs autres, et la gauche communiste historique qui ont rejoint ce mouvement qui s'appelle en commun. Et à Barcelone, ils ont gouverné pendant la dernière législature, donc 4 ans, mais dans les dernières élections, ils ont perdu la mairie en faveur des indépendantistes de ERC, la gauche républicaine. 4 ou 5 000, bref, c'était presque... Mais par contre, pour la gauche républicaine catalane, c'est historique. Parce qu'une ville de tradition ouvrière où les mouvements sociaux étaient très forts historiquement, dans un parti qui est aperçu par certains secteurs de la gauche comme plutôt modéré, arrive en tête, ça veut dire que peut-être qu'il y a des secteurs de la population qui pensent que c'est le moment d'une république catalane. Donc on ne peut pas non plus nier que c'est ce parti-là qui a gagné les élections. En ce moment, il y a 2 alternatives. Une, c'est que la gauche républicaine catalane gouverne avec le soutien de Barcelone en Comú, donc Ada Colau et son parti, ou que Ada Colau devienne la mairesse à nouveau avec le soutien du Parti socialiste et les votes de Manuel Valls qui sont nécessaires pour avoir la majorité de... Donc c'est des cadeaux empoisonnés peut-être, donc je ne sais pas si Valls va demander des choses en échange, je ne sais rien. En tout cas,
pour aller un peu au-delà de l'analyse électorale, que c'est un peu la politique politica, la réalité c'est qu'aujourd'hui à Barcelone, les 3 premières parties, c'est des partis de gauche ou de centre-gauche si vous voulez. Donc 70% de l'électorat barcelonais a voté soit les partis socialistes, soit Barcelone en Comú ou la gauche républicaine catalane. Donc, on peut dire que Barcelone c'est une ville de gauche. Il faut aussi rappeler que la candidature d'unité populaire a perdu toutes les représentations qu'il y avait dans les consistoires, mais que les mouvements sociaux qui existent à Barcelone sont toujours présents et qu'ils vont quand même avoir leur mot à dire. Je ne peux pas vous faire une prévision parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on ne doit pas attendre très longtemps, c'est samedi qu'on va savoir parce que c'est la réalité. Dernière question. Très sincèrement, j'espère qu'il y aura une coalition de la gauche républicaine catalane et Els Comuns, parce que finalement, tous ces conflits politiques, il va falloir les résoudre avec un référendum. Et là, on peut judicialiser les conflits, on peut réprimer ces personnes-là. On verra aussi aujourd'hui, c'est la fin du procès, on verra la sentence, comment ça va se passer. Il risque des peines de jusqu'à 15, 20 ans de prison. Peut-être que finalement ça sera 7 ou 8 ans, mais bon, c'est quand même 7 ou 8 ans de prison, c'est énorme pour même pas avoir cassé une poubelle ou une vitre. Donc je trouve ça assez incroyable que dans un pays comme l'Espagne qui dit être une démocratie, c'est quand même des peines de prison très lourdes. Et finalement ces conflits continuent à être là. Et je pense que ça sera justement avec la coalition de la gauche au sens large, indépendantiste et la gauche qui soutient les référendums d'autodétermination, parce que c'est une gauche démocratique qui pense dans les voies démocratiques et politiques pour résoudre ces sortes de conflits. Donc finalement, ils sont un peu obligés à se mettre d'accord, quoi. Donc, soit au gouvernement à Barcelone, et même, je pense que si demain il y a des élections au Parlement catalan, il y aura une arithmétique électorale qui va les obliger à se mettre d'accord. Et finalement, c'est ça la population, c'est ça qui demande un dialogue et mettre en place une voie de résolution politique de ces conflits-là. Dernière intervention, David, qui connaît bien la situation. Une question subsidiaire à celle de Louis aussi. Mais après lui, s'il te plaît. Pour revenir sur, Vas-y, le fétichisme d'État, est-ce qu'on ne peut pas se demander si d'une certaine façon, quand même, le processus indépendantiste, malgré les secteurs coupes, n'a pas favorisé un certain fétichisme d'État, notamment en redonnant de la légitimité aux institutions représentatives. En fait, on passe de 2011 où le mot d'ordre c'est Aturem al Parlament, arrêtons, stoppons le Parlement, à 6 ans plus tard, vouloir défendre le Parlement. Et donc tous les gens qui se retrouvent au même endroit que 6 ans avant, mais pour cette fois-là, défendre le Parlement, défendre les institutions représentatives. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme finalement de relégitimation des institutions représentatives, et aussi par exemple, après la répression du 1er octobre du référendum, la police catalane devient une espèce de héros qui sont applaudis, donc, et à l'inverse c'était les mêmes qui, pendant les indignés, étaient la main armée de l'État et ont mis en place la même répression. Et ces gens-là, donc d'un coup, deviennent des héros qui sont applaudis. Parce qu'on n'a pas, finalement, paradoxalement, un fétichisme d'État qui est renforcé et des certains symboles, comme un parlement ou des forces de l'ordre, qui sont relégitimés. Okay. Georges, dernière... Oui, c'est très rapide. C'est la position de Podemos par rapport aux emprisonnés politiques et la position du Parti socialiste aussi. Alors, pour commencer par là, il faudrait leur demander à Podemos. Vous savez, il y a un Podemos Paris, donc peut-être que vous pouvez les inviter et leur demander, parce que je trouve que c'est une position très ambiguë. Ils ont fait campagne pour pas dans ces élections-là, sinon les précédents, il y a 3 ans, quand il y a Rajoy qui a remporté les élections, ils ont fait campagne pour la plurinationalité de l'Espagne. Et c'est pour ça, entre autres, sûrement, mais c'est pour ça, une des principales raisons pour lesquelles ils ont obtenu les meilleurs résultats au Pays Basque et en Catalogne. Et 3 ans après, ils ont fait un échec au Pays Basque et en Catalogne. Pourquoi? Parce que tu portes un slogan électoral qu'après tu ne soutiens pas réellement. Bon, je suis désolé, les gens ne sont pas bêtes, voilà. Ils t'ont soutenu une fois, ils ne se trompent pas 2 fois. Cette fois-là, au Pays Basque.
c'est les indépendantistes basques qui ont monté et les indépendantistes catalans en Catalogne. Alors, il y a 50% des Catalans qui sont favorables à l'indépendance de la Catalogne, sur toutes les formes qu'on peut imaginer, et il y a plusieurs partis politiques, donc il y a plusieurs projets politiques d'indépendance de la Catalogne. Donc je peux pas dire qu'il y a 50% de la population catalane que c'est des communistes libertaires. Malheureusement, je dirais. Donc c'est pour ça que parfois j'aime bien de parler. Non, c'est vrai, parce que donc je ne veux pas non plus raconter des histoires. Je pense que le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement, je le soutiens, c'est un mouvement démocratique. Aujourd'hui, c'est dommage, mais on est dans ces contextes-là. Il faut défendre la peau de démocratie qui nous reste. Il faut défendre l'État-providence un peu affaibli qu'on a. Il faut défendre les institutions publiques et du commun. Et je sais que ce n'est pas très radical, mais aujourd'hui, il faut défendre ces parlements-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un clair processus de recentralisation du pouvoir. Et voyons si, là, c'est les partis socialistes qui ont remporté les élections générales. Mais s'ils ne font pas de politique pendant 4 ans qui permet de consolider cet électorat-là, et je me doute que ça va se passer, parce que la semaine dernière, on a eu déjà l'Union européenne, elle a dit 15 milliards d'euros qu'il faudra de coupures budgétaires. Donc je pense que les partis socialistes très libéraux qu'on connaît ne vont pas s'opposer à cette mesure-là. Donc ça veut dire que dans 4 ans, on a la droite à nouveau, et cette fois-là avec l'extrême droite qui va exiger la disparition de les communautés autonomes. Donc ce processus de recentralisation du pouvoir dont je vous parlais, qui est à l'origine de toute la montée de l'indépendantisme. C'est pas que, tu vois, il n'y a pas un 50% de la population qui soutient un projet quand même assez qu'on ne connaît pas la suite, s'il n'y a pas derrière une alternative qui est beaucoup pire, comme c'est justement un gouvernement espagnol gouverné par la droite et l'extrême droite. Et c'est pas fou de penser à ça dans un horizon de 4 ou 8 ans. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une lutte des classes au sein de l'indépendantisme. J'aime bien de faire cette formule-là, mais et voilà, on est là pour un peu faire cette lutte pour cette hégémonie au sein de l'indépendantisme. Déjà, je trouve assez positif que, par exemple, les personnes qui ont réprimé, les forces politiques qui ont réprimé à Tourem le Parlement, donc les mobilisations contre les coupures budgétaires du Parlement catalan en 2011, sont plus là. Donc sont là, mais dans une autre forme, ils ont changé les noms de partis, et aujourd'hui ils sont obligés d'être en coalition avec la gauche républicaine, qui c'est un parti social-démocrate aussi, pas très radical, mais quand même il y a un tournant à gauche. Et je pense que ce tournant à gauche, on ne peut pas le nier. Donc les anticapitalistes, c'est vrai, ça reste quand même une troisième force dans les mouvements indépendantistes qui n'est pas hégémonique, mais quand même aujourd'hui ils ont un voix. Donc d'être extra-parlementaire, comme par exemple en France, en Catalogne, c'est une force qui compte, qui a des interventions dans les médias, qui a certaines mairies, qui a plus de 300 élus municipaux, qui a encore 4 députés au Parlement catalan. Donc voilà, c'est une bataille pour cette hégémonie qu'il faut mener. Très bien, merci Yvan pour ces réponses très précises. On va passer maintenant donc au deuxième présentation. On part au Québec. Éric Martin donc, vient de publier un livre qui s'appelle « Un pays en commun, socialisme et indépendance au Québec ». Et je pense que ce sera la référence de ton intervention. On va essayer. D'abord, merci à Christian et Pierre qui m'ont invité ici. Merci aussi d'être là pour m'écouter. Alors, comme lui, si jamais je dis quelque chose et que c'est pas clair, dites-le moi tout de suite. Pour traduire en français, ça veut dire. En français d'ici, mettons. OK, déjà, je trouve qu'avec ce que mon collègue, mon camarade a dit ici, il y a beaucoup de points similaires parce que l'enjeu central, c'est l'enjeu des institutions. C'est vraiment un enjeu de régime, de constitution et d'institution pour nous aussi. C'est-à-dire que, et là je vais essayer de faire un peu d'historique parce que je ne sais pas jusqu'à quel point vous connaissez notre situation, donc je vais essayer de faire comme si on était à l'école et y aller par la base. Donc si jamais quelqu'un n'est pas du tout au courant, ça va préciser les choses. Pour faire les choses assez simplement, le Québec est
une partie francophone de l'Amérique du Nord qui, depuis 1760, a été colonisée par l'Empire britannique. Et à ce jour, cette situation n'a pas été corrigée. C'est-à-dire que le Québec a été enfermé de force par la conquête dans un régime qu'il n'a pas choisi. Ça s'appelle le Canada. Ce Canada, bien sûr, s'est modifié un peu au fil du temps. Aujourd'hui, c'est devenu un régime fédéral. C'est une monarchie constitutionnelle. Le chef d'État, c'est toujours la reine d'Angleterre. Si vous ouvrez le papier monnaie, vous avez la reine sur la monnaie. Il y a même des gens qui sont encore, surtout chez les anglophones, on trouve encore des monarchistes. Donc, c'est pour vous dire que nos institutions sont des institutions vétustes d'héritage monarchique et britannique, notamment dans le mode de scrutin ou encore dans le fonctionnement du Parlement, le fait qu'il y ait par exemple une chambre haute, un Sénat, tout l'appareillage institutionnel a été construit sur la base d'institutions complètement vétustes. Ajoutez à cela le fait que la Constitution canadienne a été rédigée de manière extrêmement centralisatrice et autoritaire et que le Québec ne l'a jamais signée à ce jour. Il y a eu des tentatives de réconciliation dans le passé qui ont échoué, ce qui fait qu'à cette date où je parle maintenant, le Québec n'a toujours pas ratifié la Constitution canadienne. Et pour ainsi dire, nous sommes captifs en tant que société ou collectivité ou nation, appelez ça comme vous voulez, de langue française. Nous sommes captifs à l'intérieur d'un dispositif politique qui prend le nom d'un fédéralisme, mais qui, dans les faits, devrait être appelé plutôt un État unitaire, centralisateur, dans lequel, donc, il n'y a pas de possibilité pour la société québécoise de s'auto-instituer par elle-même. Historiquement, ce qu'on pourrait appeler cette aliénation politique s'est redoublée d'une aliénation économique, parce que, historiquement en tout cas, les secteurs clés de l'économie étaient contrôlés par la bourgeoisie anglophone, ce qui fait que les francophones, à l'époque, étaient dans une situation d'infériorité économique, au même titre d'ailleurs que les immigrants et aussi que les autochtones, dont la situation est, pour ainsi dire, presque, on pourrait dire, pire que celle des Québécois, parce qu'eux, ils ont été à la fois colonisés par les Français que nous étions, puis ensuite recolonisés par les Anglais. Donc les Autochtones sont dans une situation de double ou de triple oppression, encore pire, ce qui est certainement un facteur d'importance aujourd'hui dans la réflexion sur l'indépendance. Mais je reviens à l'économie. Donc le Canada a été construit, comme le montre bien Stanley Breault Ryerson dans un livre qui s'appelle « Capitalisme, Confédération », principalement moins comme un pays que comme une entreprise à ciel ouvert. Okay? Le Canada, c'est moins un pays qu'une vaste entreprise. Entreprise de pillage de ressources, notamment aujourd'hui les mines, par exemple, le bois, le pétrole. Donc, c'est un pays qui est d'abord un pays de production économique, moins qu'une nation politique. Okay? Ça s'est construit après tout l'appareillage politique canadien, même le nationalisme canadien. Mais à la base, on pourrait dire que c'est plus une région ressource économique, d'extractivisme économique, qu'un pays politique. Bon, évidemment, ça s'est modifié avec le temps. Il y a des francophones qui ont accédé avec le temps à des postes de pouvoir et il y a eu le développement d'une bourgeoisie québécoise. Donc aujourd'hui, il y a des capitaines d'industrie québécois. Mais pour la masse des gens, ça ne change pas grand-chose. Hein. La masse des gens sont des gens ordinaires, des salariés de classe moyenne. Mais il y a une bourgeoisie québécoise qui s'est constituée avec le temps, ce qui change un peu la donne par rapport aux années, par exemple, 40 ou 50, où l'économie était dominée par des capitalistes anglo-saxons. À l'époque, ça rendait les choses assez simples. Hein. C'est-à-dire dit, l'oppression politique, l'oppression économique, c'était les mêmes personnes. Donc, c'était assez facile à identifier qui était le problème. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ajoutons à cela la question de la langue. Le français, c'est une langue qui est menacée, qui l'est encore aujourd'hui, qui l'était à l'époque. Vous alliez dans le centre-ville de Montréal, il était impossible de se faire servir en français dans un magasin. Et donc, il a fallu mettre des lois linguistiques pour protéger le français. C'est peut-être pour ça que nous, quand on vient ici, des fois, on trouve ça surprenant à quel point les gens aiment l'anglais, ça fait cool de dire shopping, tous ces trucs-là. Alors que nous, on a dû se battre et on doit se battre encore aujourd'hui pour la défense du français. Par exemple, à Montréal, qui est une ville qui est en train de se réangliciser à vue d'œil et où finalement la langue est toujours menacée. Et surtout la culture, parce que bon, évidemment, la langue, c'est aussi la culture. C'est peut-être le truc central, c'est qu'au fond, il y a toute une manière d'être, une manière de vivre, des traditions, des coutumes, même une poésie, une chanson québécoise. Le Québec s'est bâti avec une culture qui lui est propre. Or, cette culture-là ne peut pas se traduire dans des institutions qui lui ressemblent, parce que, dans les faits, au contraire, les institutions dominantes sont de culture canadienne et aussi dominées par l'impérialisme américain, disons-le, ce qui fait que la culture québécoise vivote toujours un peu sans pouvoir s'objectiver dans des institutions qui lui ressemblent.
Bon, alors on a une série d'oppressions qui vont s'emboîter les unes dans les autres, si on les synthétise au fond, hein, oppression politique, oppression économique, oppression linguistique, oppression culturelle, absence de possibilité d'auto-institution de la société, pour parler comme Castoriadis. Alors, c'est pas sorcier de comprendre pourquoi, au fil des siècles, il y a eu le développement d'un mouvement indépendantiste qui a voulu créer une République du Québec. Alors, ça a des racines très lointaines. On peut remonter même jusqu'aux patriotes de 1837-38, qui étaient des paysans avec des fourches et avec des pics qui essayaient de combattre les habits rouges britanniques, qui ont été complètement écrasés à l'époque. Et ça a pris très longtemps. Suite à cette rébellion de 1837-38, il faut attendre pratiquement les années 60-70 pour assister à une deuxième vague de contestation de la mainmise fédérale canadienne et pour assister au développement du mouvement indépendantiste. Donc là, j'y viens, puisque c'est ce qui nous intéresse, le mouvement indépendantiste, donc contemporain, tel qu'il va apparaître à partir des années 60-70. Alors au départ, il va y avoir tout un bouillonnement. Ça va commencer principalement par des mouvements de droite, même conservateurs, mais très vite, ça va prendre aussi une forme de gauche. Donc là aussi, il y a une lutte de classe au sein de l'indépendantisme. Il y a plusieurs indépendantismes. Il y a des indépendantistes qui, par attachement à une conservation, disons, du passé collectif, par exemple chez Lionel Groulx, qui est un abbé, un curé. Donc il faut défendre l'unicité du peuple québécois, conserver. Donc c'est un indépendantisme plus conservateur. Mais à côté va se développer tout un indépendantisme qu'on pourrait appeler, bon, j'aime pas le terme, mais progressiste. Un exemple de ça, parmi tant d'autres dont je parle dans le livre, la revue Parti pris, qui va être une revue lancée au début des années 60 par des jeunes intellectuels marxistes, souvent venus se former en France, qui vont rentrer à la maison avec dans leur sac des idées marxistes et qui vont s'associer à des poètes et à des artistes pour créer des revues utopistes dans lesquelles ils vont essayer de défendre le socialisme, l'indépendance et la laïcité. Parce qu'à l'époque, et ça c'est toujours pas réglé aujourd'hui, le Québec avait une forte influence de l'Église catholique. Par exemple, les écoles québécoises n'ont été déconfessionnalisées qu'en 1999. Donc, on peut montrer que la laïcité est un objet de discussion encore dans le débat public, j'y viendrai tantôt. Donc, cet indépendantisme, socialisme, indépendance, laïcité, va essayer de se cristalliser dans des partis politiques. Un d'entre eux, c'est le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, dirigé par la figure historique de Pierre Bourgault, un des plus grands orateurs politiques de l'histoire du Québec, figure intellectuelle derrière André d'Allemagne. Une perspective, on pourrait dire, décolonisatrice, anticoloniale, inspirée beaucoup par les Fanon, les Mémis. Donc, ils vont appliquer ou traduire les concepts décolonisateurs dans le cadre du Québec, alors qu'ils vont s'inspirer de l'Algérie ou d'autres endroits du tiers-monde, comme on disait à l'époque, mais pour essayer d'analyser. D'ailleurs, Pierre Vallière va écrire un livre qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique », ce qui, à l'époque, va choquer, parce que comment peut-on qualifier les Québécois qui sont blancs de nègres blancs? Mais à l'époque, ils vont se mettre en contact avec les Black Panthers aux États-Unis, donc le mouvement noir, et il va y avoir des liens très très forts qui vont s'établir, et au final, ils vont devenir copains, et finalement, ce truc de nègre blanc va être même accepté par les Black Panthers qui vont dire au fond, vous êtes nos frères, parce qu'au fond, vous êtes dans une situation similaire, c'est-à-dire colonisé, exploité, bon, toujours infériorisé linguistiquement, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est l'indépendantisme de gauche. Et à l'intérieur du RIN, il y a même des franges socialistes qui étaient dirigées à l'époque par André Ferretti. Bon, je vous donne des noms comme ça, mais l'important, c'est de retenir qu'il y a eu un indépendantisme plus radical et de gauche. Et il y a même eu des mouvements marxistes-léninistes assez importants dans les années 70 qui vont s'effondrer au début des années 80 et qui vont être gangrenés par le dogmatisme. Mais ce n'est pas cette gauche indépendantiste qui va finir par gagner. C'est ce qui est important. Ce qui va gagner à l'époque, c'est le Parti québécois, le PQ, ce qui fait beaucoup rire les Français d'ailleurs. Le Parti québécois, donc, qui va être dirigé par une autre figure marquante de l'histoire du Québec, René Lévesque, un ancien journaliste issu du Parti libéral. Donc, on voit déjà, c'est quelqu'un de modéré quand même. Quoiqu'à l'époque, on le regarde aujourd'hui, il a l'air radical quand même. C'est un social-démocrate qui va militer pour la nationalisation de l'énergie notamment, qui va être l'artisan de la construction d'Hydro-Québec, qui est notre entreprise d'énergie nationale qui est nationalisée, qu'aujourd'hui on veut privatiser. Bon. Donc, le Parti québécois va, je dirais, écarter les courants plus radicaux, va les marginaliser, et c'est lui qui va devenir le vaisseau amiral du mouvement indépendantiste pendant toutes les dernières décennies. J'ai envie de dire jusqu'à cette année, parce que cette année, il s'est pris une raclée effroyable aux élections, enfin en 2018, aux dernières élections. Le score le plus bas de son histoire, à tel point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Parti québécois s'est complètement effondré. D'ailleurs, Jacques Parizeau, un autre grand premier ministre québécois, disait que le mouvement souverainiste est aujourd'hui devenu, je le cite, un champ de ruines. Donc, si vous me demandez comment ça va, le mouvement indépendantiste, ça va très mal. Je vais essayer de vous expliquer par quoi il a été remplacé.
Par quoi il a été remplacé? Parce que ça, c'est très important. Donc, ben, je reste sur le PQ un certain moment avant de passer à ce qui l'a remplacé. Le Parti québécois va donc prendre le pouvoir fin des années 60, début des années 70, va se construire sur un programme social-démocrate avec un préjugé favorable envers les travailleurs, des défenses de certaines nationalisations, défense des lois linguistiques, toutes sortes de gestes dans ce sens-là, mais ne va jamais non plus être un parti socialiste ou anticapitaliste. Il va toujours ménager, au fond. Hein, c'est une coalition. À l'intérieur, on trouve aussi bien des poètes socialistes que des gens de droite. Et c'est un parti arc-en-ciel qui essaie de regrouper toutes les tendances dans une sorte d'unité des indépendantistes en disant on fera l'indépendance d'abord et le projet social, on en parlera ensuite. Quand on aura notre pays, on aura un débat gauche-droite. Le débat le plus important, c'est l'axe fédéraliste ou souverainiste, indépendantiste. Donc, la question nationale va prendre l'avant-plan. Mais quand même, à l'époque, leur orientation générale, bien qu'ils soient, disons, un parti tendu entre la gauche et la droite, reste quand même sur l'échiquier plutôt social-démocrate. Et ça va se déplacer au fil des ans. Et plus on va avancer des années 80-90, plus le Parti québécois bon, d'abord, il va échouer au référendum de 1980, pour toutes sortes de raisons, qui tiennent à la fois d'abord des complots du fédéral, des magouilles, des manœuvres, de tous les stratagèmes que le gouvernement fédéral a pu employer pour faire peur aux gens, pour manipuler la population, pour saboter le référendum, mais aussi par des erreurs tactiques du Parti québécois lui-même, qui va entrer dans des formes d'étapisme, de modération, de mollesse, une sorte de concession. Bon. Donc, pour toutes sortes de raisons, autant internes qu'externes, pour aller vite, là, le Parti québécois va finir par perdre le référendum de 1980, ce qui va donner un sacré coup dans l'affaire et va causer une grosse déprime politique. Et au même moment, bien sûr, c'est l'avènement du néolibéralisme des années 80-90, et il va embrasser ça progressivement. Il va embrasser aussi le libre-échange. Les dirigeants du Parti québécois vont se faire rouler dans la farine par le discours libre-échangiste. Certains vont le regretter par la suite, mais ils vont penser qu'il y aurait manière, à travers le libre-échange, de se libérer du Canada et de devenir un acteur sur la scène mondiale et d'avoir des liens plus forts avec les États-Unis. Donc, pour briser l'axe fédéral-provincial, ils ont embrassé le libre-échange, ce qui est un très mauvais calcul. Et par la suite, dans les années 80, ils vont mener une série de politiques antisociales. Notamment, à un moment donné, ils vont baisser le salaire des enseignants qui étaient en grève. Ils vont couper le salaire des professeurs de 20 ou 25 %. Bon, vous voyez le genre de mesures d'austérité. Bon, ce qui ne va pas les aider à se faire des amis. Et donc, le Parti québécois va décliner avec le temps. De plus en plus, va abandonner le discours sur l'indépendance, sauf dans les élections. Mais le reste du temps, va devenir un parti de ce qu'on appelle bon gouvernement. C'est-à-dire, on est des bons gestionnaires. Il va se défendre sa compétence gestionnaire et il va perdre, au fond, tout intérêt. Hein, donc, sa partie social-démocrate va se dissoudre à vue d'œil et sa composante indépendantiste aussi. Et à la fin, il ne va plus rester que des gestionnaires, au fond, assez libéraux. Alors, on ne voit pas pourquoi on voterait pour eux. Tant qu'à ça, votons pour le Parti libéral, qui est la vraie affaire, des vrais gestionnaires capitalistes. Et c'est ce qui est arrivé. Le Parti libéral, qui est le parti historique de la bourgeoisie canadienne, qui existe au niveau provincial autant qu'au niveau fédéral. C'est Justin Trudeau au fédéral, qui est actuel premier ministre. Et au provincial, bon, ça a été... récemment, c'était par exemple Jean Charest, Philippe Couillard. Alors, le Parti libéral va finir par prendre le relais et va gouverner presque sans partage par la suite. Exception faite des années 90, où il va y avoir un deuxième référendum en 1995, où encore une fois, ça va passer extrêmement kiff-kiff, là, à 49-51 et des poussières. Là, on a encore perdu le deuxième référendum. Et là, évidemment, deux référendums perdus, ce qui est quand même exceptionnel. Hein, parce que, comme disait Pierre Bourgault, quand j'explique aux gens qu'on veut faire l'indépendance, ça, ils comprennent. Mais je ne vois pas comment je vais leur expliquer, si on choisit de voter non, comment j'arriverai à leur expliquer qu'on a choisi la non-liberté. Et nous, on l'a fait 2 fois. Bon, évidemment, ça tient à toutes sortes de mécanismes d'aliénation dont j'ai un peu fait l'écho tantôt. Hein, c'est une aliénation historique, politique, la peur, bon, il y a plein de facteurs, mais il suffisait de cocher oui, et beaucoup de gens ne l'ont pas fait, et donc... il y a un échec peut-être de la pédagogie politique où il y a plein de raisons qu'on pourrait se demander pourquoi, mais on a perdu 2 référendums coup sur coup. Et donc, par la suite, ce qui s'est passé est extrêmement malsain. Et ça, Pierre Vallière, dont j'ai parlé tantôt, nous avait prévenu dans son livre « Nègre blanc d'Amérique ». Il disait « Si le projet de révolution nationale, socialiste et indépendantiste échoue, hein, ce qui montre que pour lui, il y a une dialectique entre la question sociale et la question nationale, il ne fallait pas les séparer, ce qui risque de remplacer l'indépendantisme québécois est une forme perverse. Et quand je dis une forme perverse, c'est une forme de nationalisme réactionnaire, xénophobe, de droite, anti-immigration, identitaire. Et c'est ce qui, depuis plusieurs années, a commencé à gangrener le mouvement indépendantiste chez nous.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux dernières élections? Nous avons porté au pouvoir, on va dire, un nouveau parti qui existe depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'ils sont élus. Il s'appelle Coalition Avenir Québec, CAQ, dirigé par François Legault, ancien PDG de la compagnie d'aviation Air Transat. Alors, vous voyez qu'il a une compétence à gouverner parce que, comme il a déjà dirigé l'entreprise, il sait comment pouvoir diriger un pays, ou une province, en fait, parce que nous ne sommes pas un pays. Nous sommes une province. C'est une sous-section du Canada. Et donc, lui, il va administrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est, François Legault? D'abord, c'est un ami de milliardaires comme Charles Sirois, qui a une entreprise qui s'appelle Pangea, qui accapare toutes les terres agricoles pour se les approprier. Donc, Pangea. Bon, c'est l'oligarchie. Mais ce n'est pas la grosse oligarchie non plus. C'est une oligarchie un peu médiocre, de petits entrepreneurs, mais c'est l'oligarchie quand même à notre échelle. Bon. Alors, eux, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est la soumission au Canada. On veut se réconcilier avec le Canada, on va aller chercher on veut faire copain-copain avec le fédéral pour avoir des avantages, premièrement. Deuxièmement, c'est la soumission au néolibéralisme le plus total. C'est tout le discours de l'économie du savoir, de l'innovation technologique. On va devenir la Silicon Valley du Nord à travers le projet Saint-Laurent. On va construire des zones d'innovation où les universités vont s'imbriquer avec les entreprises de biotechnologie et d'intelligence artificielle. Bon, vous voyez le bazar? Mais le pire, donc là, vous voyez ici que sur la question nationale, démission complète, question sociale, catastrophe totale, mais le pire est sans doute ce que je m'apprête à dire, c'est-à-dire que depuis qu'il est entré, il a fait essentiellement deux choses. Et là, on parle depuis 2018, donc c'est tout récent. Là. Et là, c'est en train d'être voté maintenant. Là, ça. Donc là, c'est très d'actualité. Première chose, c'est anti-immigration. Donc, on va réduire les seuils d'immigration, on va détruire 18 000 dossiers de gens qui demandent à immigrer au Québec, pour ensuite les remplacer par des immigrants économiques qui vont correspondre aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie, ce qui est applaudi par les éditorialistes libéraux dans les journaux en disant il est temps que l'immigration soit arrimée aux besoins de main-d'œuvre des industries. Donc, toute une rhétorique populiste de droite anti-immigration. Deuxièmement, il a lancé un projet de loi sur le port du voile, que vous avez déjà ici, là, la laïcité à la française, mais nous, on est dans le Canada anglo-saxon, donc c'est pas tout à fait le même. Il y a un clash entre deux modèles, si vous voulez. Il y a des gens qui défendent le modèle de laïcité à la française, et d'autres, c'est plutôt le sécularisme à l'anglo-saxonne, donc la liberté de la personne individuelle de porter tous les signes religieux qu'elle veut. Et là, il savait très bien qu'en lançant un débat sur ça, il allait semer la zizanie dans l'espace public, et que cette chose-là allait faire écran, au fond, à tous les autres trucs économiques qu'il est en train de faire par ailleurs. Et sur le plan environnemental aussi, il y a des climato-sceptiques dans son parti qui nient l'existence des changements climatiques. Et donc, c'est une démission complète sur l'environnement. Mais c'est pas grave, on amuse la galerie avec l'immigration et avec cette question de la laïcité, mais qui est quand même une vraie question, parce que comme je vous ai dit tantôt, on a une république inachevée, et un des traits d'inachèvement, c'est le fait que la laïcité, c'est pas réglé. Et là, il y a l'affrontement entre deux paradigmes. Et dans les deux camps, on trouve à la fois des gens de gauche et de droite, parce qu'il y a aussi bien des gens de gauche républicains que des gens de droite qui défendent le modèle de laïcité à la française. Et aussi, de l'autre côté, des gens de gauche qui sont plutôt dans les droits de l'individu. Bon, et c'est là où ça va. Il faut voir où ça va virer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais ça, c'est en train de diviser tout le monde. D'autant plus que, voilà, j'en viens que fait la gauche dans ce contexte où la CAQ a pris le pouvoir? D'abord, il faut savoir que la gauche au Québec, avant, c'était le Parti québécois. C'était une sorte de social-démocratie un peu molle, mais c'était ça. Il n'y a pas de parti de gauche tellement. C'était un parti indépendantiste qui, par ailleurs, était de gauche. Mais un vrai parti de gauche en tant que gauche, ça n'existait pas avant, disons, 2006. Le premier parti de gauche de masse s'appelle Québec solidaire. Il a été formé en 2006 par le regroupement d'une série de groupuscules communistes et socialistes qui ont fusionné avec des mouvements de ce que vous appelez des associations, que nous on appelle des groupes communautaires, et avec le mouvement féministe à l'époque représenté par Françoise David. Et donc, on a créé le Parti de gauche Québec solidaire. Ce parti de gauche, au début, faisait à peine 1% des élections, a fini par avoir un député, Amir Kadir, d'origine iranienne, mais médecin québécois, sur le Che Guevara québécois, médecin révolutionnaire. Bon, alors, lui a été élu. Après, il a passé de 1 député à 3 députés, et là, aux dernières élections, à 10 députés. Ce qui est sur 125 députés dans l'Assemblée nationale provinciale. Ce qui est quand même 10 sur 125, c'est quand même mieux que 0 ou 1, quoi. Mais le problème... Donc là, quelqu'un pourrait dire, bon, ben, ça va bien, attention, parce que c'est plus compliqué que ça. Parce que ces députés ont majoritairement été élus dans des zones urbaines, certaines en périphérie, mais néanmoins des villes.
et dans des zones où il y a des universités. Donc des gens souvent scolarisés, certains niveaux sociaux aussi. Bon. Alors que dans les périphéries, là, c'est différent. Quand on regarde les sondages, environ 74% des gens appuient la CAQ sur la question du port du voile. Québec solidaire vient de voter à 91% pour la libéralisation complète du port des signes religieux. Là, je ne sais pas si vous me suivez, mais ça veut dire que dans les faits, Québec solidaire vient de prendre une position, disons, plutôt fondée sur les droits de la personne ou les droits de l'individu, de porter tous ces... Si on est un fonctionnaire d'État, par exemple un professeur, un juge ou un policier, la gauche a pris la position qu'on peut porter tous les signes religieux que l'on veut. Or, la CAQ défend l'inverse, et les sondages nous montrent que le peuple, à peu près à 74%, appuie le gouvernement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le risque, je ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas ce qui va arriver, mais si on analyse un peu ce qui se passe, le risque, c'est un scénario un peu à la Terra Nova, où on aurait un décrochage entre une gauche urbaine axée sur les droits individuels, les minorités, etc., puis de l'autre côté, les périphéries qui, elles, sont captives, finalement, de la rhétorique populiste de la CAQ. Avec un scénario comme ça, je ne vois absolument pas comment ça pourrait être débloqué, et donc ça annoncerait peut-être que la CAQ serait réélue aux prochaines élections sans avoir en face d'elle une opposition digne de ce nom. Autrement dit, la gauche risque de plafonner et de s'enfermer dans les zones urbaines, mais de ne pas parvenir à conquérir la périphérie. C'est le risque, en tout cas. D'autant plus qu'on pense aussi que aux élections fédérales, cette fois, les conservateurs de Andrew Scheer pourraient prendre le pouvoir, et ça, c'est encore pire que Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau, c'est libéral, tolérant, multiculturaliste, gentil, avec derrière, bien sûr, le pétrole des sables bitumineux, quand même, qui est une sorte de pétromonarchie libérale, mais derrière les conservateurs, c'est encore pire, c'est la droite réactionnaire, anti-avortement, homophobe, et tout ce que vous voulez. C'est affreux. Les conservateurs canadiens, c'est comme des républicains américains. C'est affreux, c'est effroyable. On les a déjà eu à l'époque avec Stephen Harper. Ben, ça reviendrait sous la forme. Bon. Il y a eu, bien sûr, le mouvement des Carrés rouges en 2012, qui est sans doute le mouvement social de la plus grande importance qu'on a eu dans les dernières années, à la fois en termes d'ampleur quantitative, de mobilisation, et en termes de durée, et en termes d'importance de mouvement populaire. C'était fantastique, absolument très important, et ça a des échos partout dans le monde, même ici, je vois que les gens ont ressorti le carré rouge, et bon, ça c'est formidable. Sauf que de ce mouvement, qu'est-ce qui en est resté? Ben, le gouvernement libéral est tombé à l'époque, mais finalement, le PQ a été élu pour pas très longtemps, un an et demi, puis après, le Parti libéral est revenu. Donc finalement, on a réussi à battre la hausse des frais de scolarité à court terme, mais dans les faits, il n'y a pas eu de changement de régime, pour ainsi dire. Et c'est là où, quand on dit que la question des institutions est cruciale, c'est que malgré toute la puissance de contestation ou d'expression dynamique qui a été mobilisée, les institutions se sont restées relativement perméables à cela. Et finalement, il n'y a pas eu de changement de régime. Et pire encore, après, il y a une sorte de backlash où ce sont finalement les nationalistes identitaires réactionnaires néolibéraux qui ont pris le pouvoir. Bon, certains des gens qui ont été produits par le mouvement de 2012 sont devenus maintenant des députés du Parti de gauche, puis beaucoup de militants et militantes très expérimentés dans la militance terrain ont été transportés du mouvement étudiant vers le parti politique. Mais évidemment, on peut se demander si c'est là la bonne recette, et peut-être que là, je devrais terminer avec ça, parce que ça fait déjà 24 minutes que je parle, évoquer d'autres pistes. Peut-être que là, chez nous aussi, le problème, c'est que finalement, on est pris avec le fait que la question nationale est incontournable, et elle nous a souvent mené à un fétichisme d'État, à vouloir avoir notre propre État contre l'État fédéral, et aussi souvent une sorte de social-démocratie, disons-le, assez molle, où on défend les acquis, mais on ne va pas plus loin que ça. Québec solidaire est plutôt sur une ligne comme celle-là, c'est-à-dire ils sont indépendantistes, ils veulent un État québécois, et ils sont dans une perspective de réformiste, quoique parfois il y a des petites pointes plus radicales, mais ça reste un parti, disons, réformiste et social-démocrate. Alors il y avait dans l'histoire du Québec une autre tradition, j'en dis deux mots, et peut-être dans la période de questions on pourra y revenir, qui était plus radicale que ça, et c'est une tradition qui a été portée par un sociologue québécois qui s'appelait Marcel Rioux, dont je parle dans le livre, aussi son disciple Gabriel Gagnon, qui est inspiré aussi par Castoriadis à l'époque, et qui ont fondé la revue Possible en 1974, il me semble, avec d'autres poètes, d'autres artistes. Donc eux, c'était les défenseurs d'un courant socialiste autogestionnaire qui était plutôt d'inspiration libertaire et qui se rapproche à bien des égards de ce que vous avez défendu, Pierre et Christian, dans Commun.
Donc, une perspective beaucoup plus d'auto-organisation au niveau local, d'auto-institution, plus libertaire, plus... Alors ça existe dans l'histoire du Québec. Et moi-même, aujourd'hui, c'est plutôt ce qui m'intéresserait de penser. Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le piège du fétichisme étatique et de la social-démocratie? Comment est-ce qu'on peut, en repartant sur une base plus locale, d'auto-organisation, éviter l'espèce de fétichisme d'État et de bon... Donc, ce serait peut-être la piste que je verrais qui pourrait peut-être être porteuse aujourd'hui de relancer cette utopie, en tout cas, pour nous donner à penser d'un socialisme autogestionnaire québécois, tel que porté à l'époque par Marcel Rioux. C'est les 50 ans cette année du rapport Rioux, un rapport sur l'enseignement des arts au Québec. Donc, c'est le contexte approprié peut-être pour retrouver cet héritage qui était aussi un peu celui de Parti pris, de la revue dont j'ai parlé tantôt, Socialisme, Indépendance, Laïcité, pour proposer non seulement un projet de contester ce qui se passe, mais un projet d'instituer autre chose, de nouvelles institutions du commun qui pourraient donner une véritable souveraineté populaire plutôt que de répéter au fond la recette qui jusqu'à date a plus ou moins échoué d'une sorte de tentative de souverainisme étatiste, centralisateur à notre tour, donc de faire du Québec un sort de Canada en miniature. Bon. Mais là, bon, je ne veux pas trop parler longtemps, donc j'en reste là, en disant peut-être que si on se rebasait sur ce genre d'utopie, ça pourrait réactiver les choses, mais pour le moment, on est dans une mauvaise situation où, bien que la gauche a fait des gains significatifs, il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Tout est à faire, en fait. Et pour le moment, l'avantage va à une droite populiste, un peu partout, un peu comme partout dans le monde, l'avantage va à une droite populiste extrêmement dangereuse. Et pour la battre, il va falloir élaborer un projet contre-hégémonique, expression que tu as utilisée aussi. Et c'est le défi devant lequel nous sommes. Très bien. Merci Éric. Je vous propose de faire un peu comme tout à l'heure avec Yvan, c'est-à-dire poser des questions, si vous en avez, sur la situation québécoise, avant de poser des questions plus générales sur le sujet de ce soir, c'est-à-dire la gauche et la question nationale. Georges. Je peux parler? Je t'en prie. Il parle, non. Je voudrais savoir, parce que vous avez parlé de la situation de la population indienne, et qu'elle a été colonisée, et recolonisée, et colonisée à nouveau. Est-ce que par les mouvements qu'ils sont capables de faire, je ne sais pas, je ne connais pas tellement, il y aurait peut-être une espèce de guide pour qu'on puisse penser la question du mouvement national au Québec, au Canada. Bien, c'est ça. Le Canada, en fait, c'est un dispositif politique qui reconnaît la culture des individus. Si vous êtes un autochtone, pas de problème, le Canada va vous donner des avantages fiscaux, des choses comme ça. Il va probablement aussi vous mettre dans une réserve où vous allez mourir à petit feu comme communauté par ailleurs. Mais il vous donne certaines reconnaissances. Mais ce que vous n'aurez jamais, c'est la reconnaissance en tant que nation de votre propre droit à l'autodétermination. Ça, vous n'aurez jamais au niveau politique. Donc, vous avez toutes sortes de reconnaissances culturelles, reconnaissance du droit de faire, par exemple, des célébrations, des festivités, des trucs spirituels. Tout ce qui est culturel, c'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, ni pour le Québec, ni pour les Autochtones, c'est d'exercer l'autodétermination. Alors là-dessus, le Québec et les Autochtones sont dans une situation similaire. Mais évidemment, la situation n'est pas vraiment similaire, parce que la situation des Autochtones, comme je l'ai entendu, est pire que celle des Québécois, parce qu'ils ont été d'abord colonisés par nous, les Blancs d'extraction européenne qui sommes arrivés. Bon, dans certains cas, il y avait des rapports quand même pas si... il y avait comme des rapports de construction de liens sociaux, mais dans d'autres cas, c'était des rapports d'oppression menés par les Français, disons-le. Donc là, nous, on était colonisateurs à leur égard. Sauf qu'après, c'est le Canada qui était... Enfin, les Britanniques, qui est devenu le Canada qui est arrivé, et c'est eux qui ont tout raflé. Et aujourd'hui, la loi sur les Indiens est administrée par le fédéral, et ils sont, comme je dis, parqués dans des réserves, où finalement, la plupart de leurs droits politiques sont niés. Alors eux, ce qu'ils revendiquent, c'est la souveraineté. Ils revendiquent aussi leur propre souveraineté au niveau politique, culturel, et aussi énergétique, parce que beaucoup des extractions de pétrole se passent dans des territoires autochtones. Alors moi, mon idée, j'en parle un petit peu dans le livre brièvement à la fin, c'est qu'il pourrait y avoir des rapports de réciprocité où finalement, on a tous intérêt, finalement, que ce soit les Autochtones, les Québécois, on a intérêt mutuellement à démanteler le régime colonial qu'il y a au fédéral. Mais
la possibilité, ce serait de rebâtir d'autres types de collaboration, de peuple à peuple, de nation à nation, comme on dit, de solidarité, où finalement on pourrait mutuellement nourrir la souveraineté des Autochtones et eux pourraient aussi nourrir la nôtre, avec par exemple, je parle de Pierrot Ross-Tremblay dans le livre, bon, que j'ai fait lire à Pierre, qui parle du concept de souveraineté comme responsabilité. Les Autochtones, pour eux, la souveraineté, c'est nécessairement la protection écologique du territoire. Et ça, c'est quelque chose que les souverainistes québécois n'ont pas fait beaucoup attention historiquement, parce qu'ils étaient dans un modèle productiviste. Ils ne faisaient pas attention aux Autochtones d'abord, ils ne faisaient pas attention aux territoires non plus, et donc ils étaient dans... Donc, on peut apprendre beaucoup de ces mouvements-là, si tant est qu'on veut les respecter, ce qui n'a pas été fait historiquement très, très bien. Donc, ça peut se nourrir mutuellement, je pense, parce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, pour le moment, ils ne sont pas assez solides pour administrer tout seuls leur propre... il y a besoin d'une construction institutionnelle, eux aussi, dans laquelle ils vont avoir besoin d'un coup de main. Là. Donc, il faudrait que ça s'alimente mutuellement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un intérêt similaire à sortir du cadre actuel. C'est la même situation au Brésil. Oui, alors c'est très bien si on peut échanger, promouvoir l'échange des Indiens brésiliens avec ceux du Québec, du Canada. Ok, il faut penser à ça. Il y a partout en Amérique latine. D'autres questions? Ah, Kevin. Kevin. Tout d'abord, merci de passer en France nous parler de tout ça. Ensuite, tu traces un portrait évidemment historique des nombreuses oppressions canadiennes et britanniques, mais tu nous as peu parlé de comment le Canada a quand même changé, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux ailleurs dans le Canada, il y a d'autres provinces qui ont aussi voulu l'indépendance, peut-être probablement des mauvaises raisons comme l'Alberta, mais il y a eu d'autres sentiments indépendantistes ailleurs dans le Canada aussi. Aussi une recherche que je suis convaincu que tu as lue récemment qui parle de à quel point les différentes provinces canadiennes ne se considèrent que très peu les unes et les autres. Et en fait, le Québec serait peut-être la province qui serait la plus amoureuse du reste du Canada au final, étrangement, tandis que les autres n'en ont absolument rien à foutre du Québec. Et bref, que le Canada en soi serait un ensemble de solitudes, et non pas deux solitudes, mais en fait, chaque province serait très très isolée au final. Bref, il me semble que des réalités canadiennes sur lesquelles j'aimerais t'entendre, des réalités actuelles qui pourraient nous permettre de mieux comprendre pourquoi l'indépendance au Québec aussi s'est peut-être effondrée. Et j'aimerais t'entendre aussi sur un autre grand mouvement de l'indépendantisme assez récent, qui est la fusion entre Québec solidaire et Option nationale. Tes avis là-dessus, qu'est-ce que tu penses que ça a changé dans le paysage actuel? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont indépendantistes, qui étaient à Option nationale, qui étaient au PQ avant, et qui maintenant forment des nouveaux groupes parce qu'ils sont plus ou moins convaincus, soit par la fusion, soit par... principalement par la fusion de ces deux éléments-là ensemble. Ouais. Deux choses. D'abord, le fait que le Canada soit une espèce de machin qui tient de force, mais qu'au fond, personne ne veut vraiment être là, ça, c'est sûr que, j'essaie de l'expliquer un peu tantôt, ça s'est présenté comme une confédération ou comme une fédération, mais dans les faits, ça ne l'est pas du tout. C'est un État unitaire centralisateur. Puis ce qui fait que, surtout par des facteurs d'éloignement de la capitale, par exemple, quand on était en Colombie-Britannique, par exemple, ou pour des raisons d'opportunisme économique comme l'Alberta, ou énergétique, le Canada a une tendance à des pulsions schismatiques, c'est-à-dire que c'est une fausse unité, mais ça ne tient pas dans les faits, cette affaire-là. C'est pas un vrai fédéralisme. Même au plan politique. C'est un faux fédéralisme politique, et c'est certainement pas un fédéralisme anarchiste, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr que ce qu'il pourrait y avoir dans le futur, mettons qu'on est justement proudhonien un peu, ça serait de dire, est-ce qu'on pourrait pas, en défaisant cette chose qui a été faite de manière autoritaire et centralisatrice et de moniste centralisateur, est-ce qu'on pourrait pas repenser des formes de partenariat entre les différents secteurs du Canada, mais cette fois où il y aurait, c'est ce que disait Hubert Aquin, avant de pouvoir travailler ensemble, il faut qu'il y ait une égalité. Pour le moment, le Canada a été fondé sur une sorte d'asymétrie, puis a été fondé aussi sur une dénégation de la démocratie,
c'est antidémocratique, purement antidémocratique, le Canada. C'est des institutions monarchiques. Donc, la population, on s'en balance, c'est hyper centralisé. Le fédéral, il décide ce qu'il fait, puis il s'ingère partout. Bon, ouais, je pense que là, ce qu'on a présentement, c'est la preuve que le Canada, ça ne fonctionne pas. Kenneth McRoberts disait c'est le premier pays postmoderne. Hein, c'est pas vraiment un pays, le Canada, c'est une sorte de... On sait pas trop. Ça tient par la tolérance. Hein. On se tolère parce qu'au fond, on n'a rien en commun. Donc c'est pas un pays qui a une identité forte en termes de bâtir un commun ensemble. Sous prétexte de reconnaître la diversité, au fond, c'est que ça tient sur absolument aucune solidarité réelle. Tout ça est tenu par un appareil techno-bureaucratique qui est lui-même au service d'une politique énergétique qui fait l'affaire des impérialistes américains. Bon. D'ailleurs, un de ceux qui a écrit ça, c'est George Grant, hein, qui a écrit Lament for a Nation. George Grant, un intellectuel canadien conservateur, mais qui se plaignait de voir le Canada en train de se détruire sous la botte de l'impérialisme américain, puis qui disait que ce pays-là va perdre sa culture et son identité parce qu'il va simplement devenir une succursale des États-Unis. Il a écrit ça en 1964-65. Donc, le Canada, ça n'a jamais vraiment existé, ou alors ça a existé un peu, puis c'est mort de sa belle mort, dans le sens que ça a été empêché de devenir vraiment quelque chose par le fait que c'est principalement, comme je disais tantôt, un dispositif politique au service du capitalisme des banques de Londres, des Sebreo Ryerson, c'est bon. Donc, c'est pas une vraie unité politique, basée sur l'égalité des composantes, ce qui serait un vrai fédéralisme. Donc, c'est pas étonnant qu'on assiste à ça. Puis oui, il y a des mouvements sociaux dans le reste du Canada. Puis d'ailleurs, au moment de 2012, on a eu des gros contacts avec des syndicalistes de partout ailleurs, des mouvements étudiants de partout ailleurs, et je pense que c'est extrêmement important de les soutenir. Mais ça veut pas dire d'abandonner pour autant le droit à l'autodétermination de la collectivité pour elle-même. Si partenariat il y a avec eux, ce sera sur la base de la reconnaissance de l'autodétermination, puis sur la base de l'égalité, et non pas sur le maintien de la symétrie actuelle. Deuxième chose, Québec solidaire, Option nationale, il faut expliquer un peu. Avant, il y avait un petit parti indépendantiste qui s'appelait Option nationale, très radical sur l'indépendance. Québec solidaire était peut-être plus modéré, moins clair, disons. Et là, ils ont fusionné ensemble récemment, ce qui fait que Québec solidaire a durci sa position sur l'indépendance, ou a précisé sa position sur l'indépendance. Là, je rentre dans des débats techniques, mais le chemin d'accession à l'indépendance que propose Québec solidaire, ce n'est pas un référendum. C'était le cas pour le Parti québécois. Mais maintenant, c'est une assemblée constituante. Le projet de lancer une assemblée constituante. Québec solidaire disait à l'époque que cette assemblée pourrait déboucher soit sur un fédéralisme renouvelé, soit sur l'indépendance. Depuis qu'ils ont fusionné avec Option nationale, il est entendu que l'assemblée constituante va nécessairement mener à l'indépendance et seulement à l'indépendance. Donc ça a précisé la chose. Ça, c'est l'aspect positif, je dirais, de la fusion avec Option nationale. Le problème, par contre, c'est que Option nationale, par exemple, les porte-paroles d'Option nationale défendaient une conception très forte de la laïcité, très républicaine. Depuis qu'ils sont à Québec solidaire, maintenant, ils ont changé leur discours complètement pour un discours libéral permissif. Ce qui fait que beaucoup d'anciens militants indépendantistes, notamment sur cette question-là, et c'est pas la seule, vont finir par quitter et peut-être essayer... J'ai entendu, moi, qu'il y a des gens qui voulaient même fonder autre chose à côté un nouveau mouvement de gauche républicaine parce qu'ils ne sont pas satisfaits du virage libéral, selon eux, pris par Québec solidaire sur cette question particulière. Est-ce que ça va mener à ce que des indépendantistes quittent? Là, je ne le sais pas, mais c'est ce qui semble se dessiner. Donc, à mon avis, là, c'est du génie de la part de François Legault, même s'il est un peu idiot, c'est du génie de la part de François Legault, le premier ministre actuel, d'avoir lancé d'avoir ouvert la boîte de Pandore sur la question du voile, parce que ça sème la zizanie complète dans les rangs de la gauche, justement parce que c'est pas une fausse question, c'est une vraie question. Mais ça fait que les gens se déchirent complètement. Sur les réseaux sociaux, c'est la foire d'empoigne complète. Et ça fait qu'actuellement, il y a une grande division qui va se créer autour de des gros clivages sur cette question-là, qui désunit la gauche, à un moment où on aurait besoin, au contraire, de bâtir un front contre-hégémonique. On assiste, au contraire, à des clivages très puissants à cause de cette question-là. Le cible 4, qu'est-ce que c'est la CAQ? La CAQ, Coalition Avenir Québec. C'est le parti politique qui est au pouvoir. C'est CAQ. C'est le parti qui est au pouvoir actuellement au niveau provincial. D'autres questions? Anne? Oui, sur la question des Autochtones, la question du Québec, en fait, je vois, le besoin de s'organiser, de faire des ramifications, et y compris avec d'autres provinces, mais pour les Autochtones, eux, la question, elle est totalement transprovinciale. Alors, je sais qu'ils sont divisés entre certaines tribus, mais pour eux, la question, elle est, on ne veut pas rester québécois, on n'a rien à foutre.
on ne veut pas être mis dans telle ou telle fédération. Eux, ils ont besoin d'un mouvement qui part à l'horizontale de leurs intérêts de population. Oui, ça pose des très bonnes questions. C'est-à-dire que si nous reconnaissons, parce qu'évidemment, si on reconnaît à une collectivité le droit de s'auto-déterminer, de s'auto-instituer, qui sommes-nous pour dire à d'autres nations ou d'autres peuples ou d'autres communautés... Vous devez être québécois et pas... Exactement. On ne peut pas commencer à dire aux Autochtones, ben pour nous, ça va. C'est-à-dire, ben vous, non. Ça ne marche pas. Donc, il faut le reconnaître. Sauf que là, ça mène à des problèmes sérieux. C'est-à-dire qu'un des problèmes sérieux qui est mené par... c'est la partition du territoire. C'est-à-dire la possibilité qu'on concède aux Autochtones des parties de territoire sur lesquelles le Québec renoncerait. Alors évidemment, historiquement, le Parti québécois n'a jamais voulu ça, parce que ça voudrait dire fractionner l'unité du territoire national. Mais moi, dans mon livre, j'évoque la possibilité que ça doive être fait, parce que... ou alors c'est de dire, ben, est-ce qu'ils vont accepter peut-être, de dire, oui, c'est vrai que nous, on n'est pas d'abord québécois, mais on est intéressé par une sorte de, justement, de république ou de fédération plurinationale, multinationale, dans lequel, au fond, il y aurait les Québécois, les Autochtones, puis dans un machin qui s'appelle le Québec, mais qu'on reconnaît que chacun a son autonomie administrative. Bon, tout ça se discute. Et les spécialistes que moi j'ai consultés m'ont dit, vous seriez surpris à quel point les Autochtones sont intéressés à parler de ces choses-là, du moment qu'ils sentent qu'on les respecte. Ce qui n'a jamais été le cas historiquement de la part des gouvernements, ou à quelques exceptions près, mais en général, ils n'ont jamais eu de véritable respect. Et c'est pour ça que, historiquement, ça a toujours bloqué. Alors, il y a un film absolument odieux qu'on peut voir sur l'ONF, qui est l'Office national du film. Alors, vous allez sur onf.ca et vous pouvez trouver sur des conférences qui ont eu lieu dans les années 70-80 avec Pierre-Éliott Trudeau, qui était le père de Justin Trudeau à l'époque, et les Autochtones viennent avec des revendications pendant des jours et des jours, et lui, il est là, puis il les écoute, il se fout de leur gueule complètement, et c'était filmé, tu vois. Et à un moment donné, ces gens-là, c'est sûr qu'ils ont compris qu'on se foutait de leur gueule et que le Canada ne voulait pas les écouter. C'est odieux quand on voit ces choses-là. Aussi, vous voyez le film Les événements d'octobre de Robin Spry, parce que j'ai oublié de parler de la crise d'octobre tantôt. Un des événements qui a cassé le mouvement indépendantiste, c'est la crise d'octobre en 1970, parce que à l'époque, le mouvement indépendantiste était sur une lancée très très forte. Et là, il y a des révolutionnaires québécois qui ont fondé un mouvement armé qui s'appelle le FLQ, le Front de libération du Québec. Et ils ont kidnappé un attaché commercial britannique, James Cross. Et ils ont kidnappé aussi un ministre du Travail, Pierre Laporte. Et finalement, Pierre Laporte est mort en captivité. Et ça a justifié l'intervention de l'armée canadienne au Québec et l'arrestation d'environ au-dessus de 500 intellectuels, syndicalistes, poètes, professeurs, et ça a cassé complètement les dents du mouvement indépendantiste à l'époque. Donc, vous pouvez voir ce film aussi, et bien d'autres sur onf.ca pour ceux que ça intéresse. Mais pour revenir au sujet principal, effectivement, les Autochtones, à la fois du point de vue du gouvernement du Québec et du Canada, historiquement, ça a toujours été pas une fin de non-recevoir, mais même du mépris, j'oserais dire du mépris. Donc, c'est ça qui doit changer maintenant, cette attitude colonialiste à l'égard des Autochtones. Que ce soit celle du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. De toute façon, les indépendantistes québécois ont tout intérêt à comprendre qu'il y a une communauté d'intérêt et de solidarité avec eux. Oui, une question, puis Pierre. Oui, allez-y. Vous avez fini votre exposé en disant qu'il faut construire une contre-hégémonie. Et là, je suis psychanalyste, je suis un peu nulle par rapport à la politique, mais il faut penser à un concept qui Butler il a clos en bien développé, c'est la question du populisme, pour pouvoir créer une sorte de lien intéressant qui utilise les affects pour donner la force au mouvement des gauches. Mais je sais aussi que cette idée passionnante, elle est aussi dangereuse. Je ne sais pas comment ça marche. Si vous pensez qu'au Québec, c'est possible d'utiliser du populisme pour donner plus de force au mouvement, ou si cette idée, vous pensez que c'est très dangereux? Tu veux intervenir tout de suite? J'allais dire, c'est une excellente question et effectivement, c'est des choses dont nous parlons. Avec mes amis là-bas, autant que quand on vient ici, on en a parlé même l'autre fois. D'abord, la CAQ, c'est un parti populiste, qui eux sont dans le populisme de droite. Ça, c'est absolument clair. Et ils mobilisent effectivement les affects, notamment les affects sur la question nationale, ou l'insécurité culturelle, l'insécurité identitaire, l'insécurité économique. Ils sont très habiles à mobiliser ces affects. Québec solidaire, je vous dirais, a essayé, à sa manière, de jouer sur ce terrain-là un petit peu, mais pas complètement non plus. Des fois oui, des fois non. C'est une sorte de populisme
mal assumé, j'ai envie de dire. Alors, sur certaines questions, ils sont allés à fond la caisse. Tu sais, par exemple, ils ont défendu une assurance dentaire pour tous. C'est quand même une mesure populiste, c'est-à-dire c'est d'aller chercher les gens avec un truc... bon. Mais sur d'autres questions, ils prennent une position comme sur le voile, complètement à l'opposé de la population qui est majoritaire dans le peuple actuellement. C'est de l'antipopulisme. En disant, le peuple a tort, il faut l'éduquer. Donc là, vous voyez, et c'est dangereux, vous avez raison, parce que c'est dangereux et intéressant à la fois pour moi, parce que là où c'est dangereux, c'est ce qu'on disait l'autre soir, c'est que il y a tout l'aspect culte du chef, culte de la personnalité autoritaire. C'est très problématique, ça. Irrationnel. Mais en même temps, de prendre en compte les affects, moi je pense que c'est extrêmement important, parce qu'au Québec, on ne peut pas faire de politique sans prendre en compte le caractère incontournable de l'affect culturel, linguistique, identitaire, national. C'est là et ça s'en ira jamais. Alors, le fait que la gauche s'en saisisse, mais s'en saisisse pas assez peut-être, fait en sorte qu'actuellement, qui a le monopole sur cet affect? C'est la CAQ. Et eux, ils sont extrêmement habiles. Et ils détournent dans la direction raciste, xénophobe, etc. Donc, comment être capable d'aller chercher cet affect sans pour autant tomber dans tous les autres pièges de la sursimplification, de l'irrationalisme, de l'espèce de culte de la personnalité. Donc, c'est une notion un peu avec laquelle il faut jouer, mais sans... C'est ça, c'est un peu ce que je vous dirais.